Bonjour à tous et à toutes et à tous de nouveau. Voilà, nous pouvons commencer ce webinaire. Nous sommes très heureux de pouvoir partager ce moment avec vous grâce à la plateforme Zoom. Bienvenue. Nous allons traiter ce thème d'aujourd'hui qui a trait aux meilleures pratiques et normes universelles en matière de transport et logistique dans l'action humanitaire. C'est l'occasion pour nous, on va pouvoir présenter un peu l'équipe et le projet, de présenter un nouveau projet qui commence, qui a commencé le mois dernier et qui existe grâce au soutien de DG ECO, de la Direction générale pour la protection civile et les opérations d'aide humanitaire de l'Union européenne. Brièvement, je me présente, je suis Camille Nussbaum, je suis chercheur et responsable de formation à IECA, c'est l'Institut d'études sur les conflits et l'action humanitaire. IECA fait partie du consortium INSPIRE, qui est formé de 4 organisations européennes. IECA, donc, un groupe URD en France, GPPI en Allemagne et ODI au Royaume-Uni. Et ces 4 organisations, depuis déjà 7 ans, près de 7 ans, ont un contrat cadre avec DG ECO pour travailler des thèmes qui ont trait aux politiques sectorielles, aux outils de qualité, à la formation des équipes, tant à Bruxelles qu'au niveau terrain. Et donc, c'est dans ce cadre-là que DG ECO nous soutient pour ce projet qu'on va pouvoir présenter grâce à ce webinaire. J'ai inclus ici juste l'équipe de base, le core team du projet. Donc moi-même comme coordinateur et mes 2 collègues, Georges qui ne peut pas se connecter aujourd'hui parce qu'il est en train de voyager, George Fenton qui est expert en logistique, qui est basé au Royaume-Uni, et mon collègue Daniel Garcia Ibáñez qui va co-faciliter le webinaire aujourd'hui, qui va pouvoir se présenter à continuation. Brièvement, comme je disais, l'occasion quelques commentaires techniques, juste pour être sûr qu'on utilise l'outil, la plateforme le mieux possible. Nous vous invitons à utiliser le chat que nous avons utilisé pour signaler tous les problèmes techniques au cours de la présentation. Si quelque chose ne va pas, si vous entendez plus très bien, si vous ne voyez pas très bien, ou quelque chose, ce serait l'endroit où vous pouvez nous faire part de ces problèmes techniques, et on verra comment on peut essayer d'améliorer les choses et de proposer des solutions. C'est aussi l'endroit, le chat, où vous pouvez vous présenter si vous voulez. La plateforme, a priori, est anonyme pour qu'on puisse recevoir, s'il y a beaucoup de monde, que ça reste quelque chose qui peut se gérer facilement. Mais si vous voulez vous présenter à travers le chat, vous pouvez laisser une ligne comme certains des collègues à l'instant pour dire votre nom et où vous travaillez, où vous êtes basé, brièvement. Quand vous faites cela, regardez juste que vous envoyez le message. Il y a une option à dérouler, à déplier, pour sélectionner que le message s'envoie pas seulement au présentateur, aux panélistes, c'est-à-dire moi et Daniel, mais que vous l'envoyez bien à tout le groupe, si l'idée c'est de vous présenter au reste du groupe. C'est un webinaire que nous allons avoir maintenant, et donc dans ce format, ce qu'on voulait, c'est pouvoir présenter plusieurs éléments dans une présentation pas trop longue, 15-20 minutes peut-être, mais qu'on puisse avoir au milieu de la présentation et surtout à la fin une interaction, recevoir vos commentaires, des questions, pour qu'on ait vraiment un vrai échange, que ce soit quelque chose d'interactif. Pour ce faire, nous allons utiliser non pas le chat, comme je disais, on laisse cet espace-là pour les problèmes techniques. On va utiliser l'espace de questions et commentaires. Selon la langue de votre ordinateur, ça apparaît d'une manière ou d'une autre, mais il y a un espace avec un Q à côté des participants, la lettre Q, qui est fait pour laisser vos questions, vos commentaires au moment que nous signalerons, pour qu'on puisse organiser un peu le débat et répondre à vos commentaires, vos questions, et pouvoir les traiter. Et vous pourrez rajouter d'autres questions, d'autres commentaires dans ce même espace.
Un dernier commentaire technique, tout ce webinaire est enregistré en ligne. Et comme vous vous êtes inscrit avec un petit formulaire d'inscription, nous partagerons avec vous demain le lien à cette vidéo. Si vous voulez revoir un passage ou réécouter un passage qui peut vous intéresser, ou partager ça avec des collègues qui pourraient être intéressés sur ce projet, qui voudraient comprendre un peu mieux de quoi il s'agit. Et bien évidemment, on insistera là-dessus aussi à la fin. On espère rester en contact avec vous dans les étapes qui suivront dans le projet. L'objectif de ce webinaire, c'est avant tout de présenter ce projet, et on y arrive. Je vais laisser la parole à Daniel pour pouvoir commencer là-dessus. Présenter ce projet qu'on a avec le soutien de DG ECO et qui a à voir avec les standards, le développement de standards dans le secteur de la logistique et des transports de l'Action Humanitaire. On essaiera de contextualiser un peu ce projet. Il ne vient pas de nulle part. Et donc, on utilisera des données qui viennent d'une enquête qui a été faite dans les derniers mois au niveau global avec certains des partenaires de ce projet et qui nous permettent un peu d'illustrer le contexte actuel, les inquiétudes qu'il y a, les priorités qui sont perçues par les acteurs de l'humanitaire et plus spécialement les acteurs de la logistique dans l'action humanitaire. Et un troisième objectif et point du webinaire, ce sera donc de discuter, de présenter les prochaines étapes et aussi de discuter comment elles peuvent être adaptées. Et c'est pour ça que ce sera très intéressant d'avoir vos commentaires, vos questions, parce qu'il s'agit vraiment de ça, que ce soit quelque chose d'interactif et qu'on puisse, le projet n'est pas déjà tout fixé. On veut vraiment prendre le temps d'écouter dans cette première phase les apports de personnes comme vous du secteur pour être sûr que le produit final du projet sera quelque chose d'utile. Donc, en résumant, on aura deux grands moments dans le webinaire. D'une partie, on va commencer par contextualiser, voir un peu d'où ça vient et sur quelles informations on a commencé le projet. Et ensuite, présenter la structure et le roadmap du projet pour l'année à venir. Daniel, je vais te laisser la parole. Et on se retrouve toutes et tous un peu plus tard pour le débat. Voilà. Merci Camille et merci pour la présentation. Et moi, je suis Daniel Garcia, je suis un des membres de l'équipe qui est engagé pour amener ce projet à un bon terme. Et je voudrais vous remercier d'abord de votre participation et vous encourager à participer dans les débats, comme Camille a dit, à travers l'outil des questions et commentaires. Donc, on va laisser certains moments de la présentation pour vous engager dans la discussion. Et donc, n'hésitez pas à noter des idées, soit des commentaires à faire au cours de la présentation et de les lancer pendant la discussion. Donc, voilà. Et d'abord, on va commencer pour comprendre pourquoi ces projets. Donc, la première question que nous pouvons nous poser est pourquoi des normes communes peuvent-elles être utiles dans la logistique humanitaire? La réflexion peut être menée à la fois en interne et dans une même organisation, soit en externe dans un même secteur. Et nous pourrons en discuter plus tard, mais nous pouvons convenir que le respect de certaines normes peut aider, par exemple, à assurer le respect de certains principes clés, que ce soit sectoriel ou organisationnel. Dans l'action et coordination humanitaire, certaines normes éthiques doivent être convenues et respectées. C'est là, en passant au domaine de la logistique commerciale, gouvernementale, militaire ou même non gouvernementale, n'est pas si évident. Donc, on va discuter après à propos de ça. Puis, les normes peuvent également aider à éviter de réinventer la roue ou faciliter l'utilisation de la même terminologie. En termes de coordination, les normes peuvent également aider à spécifier ce qui est attendu pour chaque processus en termes d'entrée comme de résultats. Ainsi, l'adoption de certaines normes peut harmoniser les processus, soit au sein de la chaîne d'approvisionnement elle-même, entre différents départements ou entre différents niveaux de gestion.
que ce soit des niveaux global, régional, national, jusqu'aux niveaux plus locaux. La normalisation peut aussi faciliter la coordination entre différentes organisations, surtout si elles sont de nature différente. Et donc, agences de financement, responsables de la mise en œuvre, agences gouvernementales, entreprises privées, etc. Chacun de ces groupes a différentes façons de réagir, ce qui peut créer des défis importants. En résumé, en adoptant des normes communes et respectées au niveau mondial, et nous pensons qu'il est possible d'obtenir de meilleurs résultats et d'optimiser la performance logistique. Eh bien, et maintenant, on va vous présenter un peu le contexte du projet. Donc, comment le projet s'insère-t-il dans le contexte actuel de l'aide humanitaire et plus particulièrement dans la logistique humanitaire? Donc, tout d'abord, nous pouvons mentionner le World Humanitarian Summit de 2016 qui a permis d'établir les bases d'un accord entre certains des principaux donateurs et agences d'action humanitaire afin d'optimiser les efforts et d'obtenir plus de ressources pour les populations touchées par les crises. Cet accord comprend une série d'engagements dans les pratiques de l'action humanitaire, notamment en offrant un soutien accru aux entités d'intervention nationales et locales, à travers l'harmonisation de certaines exigences et des rapports et le partage de responsabilités, que ce soit en utilisant des ressources communes ou en déployant des projets par les biais des partenariats ou des consortiums. Tout cela souligne la nécessité d'une certaine coordination. Dans le même esprit, ECHO, et donc la Direction générale des opérations européennes de protection civile et d'aide humanitaire, a procédé en 2018 à un réexamen de sa stratégie et de ses politiques relatives aux activités de transport et logistique. Comme de nombreuses autres agences, ECHO est consciente qu'une grande partie de son financement est utilisée dans des activités de transport et de logistique et qu'elle peut et devrait tirer parti de son influence en tant que grand bailleur pour améliorer le secteur dans son ensemble. Ceci, dans le même rapport, motive des recommandations telles que la conception d'un document de politique pour les transports et la logistique humanitaire et la nécessité de soutenir l'introduction des normes universelles pour le secteur. Mais il existe déjà pas mal de normes. Bon, vous connaissez certainement plusieurs, principalement développées en interne par les différentes agences qui opèrent sur le terrain. Par conséquent, la nécessité de lancer un processus de consultation globale pour mieux comprendre les besoins et les défis relatifs à la normalisation. Aussi pour cartographier, identifier les lacunes, compiler et pourquoi pas et soutenir les normes et un transport et logistique humanitaire. Et comme mentionné, ce processus s'adresse à un large éventail d'acteurs, pas seulement organisations non gouvernementales, mais aussi universités, fonctionnaires, entreprises, organisations d'aide internationale locales, forces de sécurité, travaillent tous principalement dans des pays exposés aux catastrophes. Pour soutenir ce processus, comme Camille a mentionné, une enquête a été lancée plus tôt cette année. Donc, on va vous présenter dans les diapositives suivantes les premiers résultats de cette enquête. Donc, d'abord, on a eu un total de 224 participants qui ont répondu au sondage, dont 38% appartenant à des ONG internationales, 22% aux organisations académiques ou de formation, et assez important, environ 26% qui appartenaient au secteur privé, que ce soit des donateurs privés ou entreprises, et que ce soit des logistiques commerciales ou non. Et parmi les personnes qui ont répondu, 71% ont reconnu avoir acquis une expérience en Afrique, 37% des participants en Asie, 41% en Europe et 32% au Moyen-Orient. Les pourcentages ne totalisent pas 100% en raison de la possibilité d'effectuer une sélection multiple dans l'enquête. Donc, les mêmes participants peuvent pu acquérir des expériences dans plusieurs zones géographiques. Et bon, il y a déjà ici une réflexion qui est la couverture limitée obtenue dans la région de l'Amérique latine et des Caraïbes.
Si on continue avec les résultats et un autre résultat important, c'est que les 91 des personnes interrogées estimaient qu'il serait important ou très important d'élaborer des normes communes reconnues en matière de logistique humanitaire. Donc, et déjà, il y a pas mal de personnes qui considèrent ce type de projet utile. En ce qui concerne l'importance des normes pour les différents aspects de la logistique, puisque on couvre à la logistique, vous savez bien, on couvre plusieurs volets. Bien que la quasi-totalité des aspects se situe entre 3,6 et 4,5 sur une échelle de 5, c'est remarquable l'intérêt des standards dans la planification logistique, la logistique médicale, les procédures et la logistique de la protection. Un autre sujet qui est dans la liste, qui reste un peu dans la queue, mais qui mérite d'être mentionné, est la logistique verte ou son impact dans l'environnement. Un domaine où sûrement on pourra discuter plus profondément à la fin du webinaire. Si vous avez des autres réflexions et vous manquez certains domaines logistiques ou même si vous avez des conclusions à partager, n'hésitez pas à les signaler plus tard dans la ronde de questions et commentaires. Okay. J'avance. Donc, voilà ces informations sur les normes techniques les plus utilisées dans le secteur. Donc, vous voyez Sphera, pardon, c'est la plus utilisée. Et CIPS et Parcel est généralement les normes les plus utilisées. Des autres normes reconnues comme ISO, Croix-Rouge et celles du PAM ou WFP, USAID et même MSF. Et même chose ici. Si vous connaissez des autres normes de référence qui méritent d'être considérées, signalez-le dans les tours de débat. Même les kits log d'ACF, et vous pouvez mentionner. Donc, pour faire les liens avec les différents standards qui sont déjà présents dans les marchés, disons, dans les terrains, l'une des premières réflexions que nous avons eues lorsque nous avons commencé à examiner, à cartographier les différentes normes et documentation et documents d'orientation disponibles dans le secteur, est qu'il existe différents types de documents utilisés pour régir la gestion, que ce soit d'agences ou des sociétés privées, des plus génériques ou globales aux plus locaux et contextualisés. Et nous pouvons trouver des politiques et dans la couche supérieure, des guides ou des directives, et au-dessus des procédures ou règles jusqu'au niveau des tâches et responsabilités dans la zone la plus basse. Et bon, ce que vous voyez ici dans la pyramide. Donc, la chose intéressante ici, à propos des différents documents standards, est que la plupart des normes se trouvent entre les couches des guides et procédures. Mais selon la nature de l'agence et l'étendue des activités, ces normes sont plus proches à des politiques ou plus proches des procédures. Par exemple, si nous examinons certains des documents d'orientation sur la logistique et la gestion des achats des bailleurs de fonds, nous constatons qu'ils se situent souvent à un niveau élevé. Ils sont fortement guidés par des principes et ne sont pas particulièrement spécifiques. À leur tour, les normes ou standards utilisés par les ONG sont régulièrement situés à un niveau plus inférieur entre les guides et les procédures. Donc, dans la plupart des cas, ce type de documents d'ONG sont rédigés sous la forme de documents techniques dans le but de guider les équipes sur le terrain et de garantir le respect des réglementations, que ce soit internes ou de bailleurs de fonds. Il est intéressant aussi de noter que les normes et guides interagences, tels que Sphere ou le projet Parcel ou le Logistics Operational Guidelines du Log Cluster, se situent quelque part entre les deux. Donc, elles sont un peu plus orientées sur les principes et moins spécifiques, évitant souvent des aspects techniques. Donc, ils constituent plutôt un ensemble de meilleures pratiques liées à des principes et non aussi techniques que les documents d'orientation des ONG. Donc, cette réflexion déjà nous permet de percevoir certains des défis à prendre en compte pour des phases futures du projet. Voilà. Et ici, s'il y a des questions à propos des infos partagées, n'hésitez pas à les mentionner à travers l'outil de questions et commentaires de la plateforme.
Je ne sais pas s'il y a déjà certaines questions. Et je vais laisser les mots à Camille. Merci Daniel. C'était juste pour insister et que tu puisses respirer aussi. C'est le moment, comme disait Daniel, si vous avez des questions, qu'on puisse les reprendre, les commenter. De toute façon, on aura ce moment à la fin pour avoir un débat peut-être un peu plus long. Ce que je voyais au niveau technique, c'est que certains vous posez des questions dans le chat. Le chat, a priori, on essaie de le maintenir pour que ce soit l'endroit où, s'il y a des problèmes techniques, que ce soit là que ça se traite, ou juste pour dire bonjour, se présenter au début. Donc, s'il vous plaît, utilisez l'espace de questions pour mettre vos questions, comme ça on peut mieux les organiser. Et à contrario, dans l'espace de questions, il y avait un commentaire technique. Donc, s'il y en a d'autres, n'hésitez pas à les mettre dans le chat pour essayer de maintenir un peu, organiser le mieux possible les flux de la communication. Merci. J'en profite pour lire la question de Romain, Daniel, que tu peux peut-être répondre. Romain nous disait que 80% de l'aide humanitaire, je pense que c'est une question, concerne aujourd'hui le continent africain, donc les 71% sont en alignement. Donc c'est plutôt oui un commentaire. Ça voudrait dire donc l'étude que nous avons faite est assez représentative, même si l'une des choses qu'on avait commentées en regardant les résultats, c'est qu'on n'a pas réussi à avoir beaucoup de résultats d'Amérique. Ce qui est un peu un gap pour l'instant, mais ton commentaire, Romain, est très utile et nous encourage si tu nous confirmes que c'est aligné sur le secteur en général. Il y avait la seconde partie du commentaire, révision et aussi mise à jour des normes existantes contre les problématiques actuelles, sustainability, eco-footprint. Je ne sais pas si tu veux reprendre ça maintenant, Daniel, ou on peut reprendre ça à la fin. La question est dans le chat. Et dans les questions, il y avait peut-être d'autres. Donc, Ok, oui, l'Amérique, bon, c'est vrai qu'il y a une plus grande protagoniste de la protection civile en Amérique, hein, c'est vrai, même si quand même dans des contextes comme le Venezuela, la République, oui, il y a certains pays où c'est peut-être pas toujours le cas. Bon, ça nous donne aussi un partenaire clé à travailler avec protection civile, non? Même si ce n'est pas tellement humanitaire. Et c'est un des partenaires avec lequel on doit travailler. Même les autorités locales ne sont pas spécialement humanitaires dans certains cas, mais il faut travailler avec eux. Donc, il faut harmoniser certains processus de travail. Et bon, c'est une des raisons de ce projet. Et c'est un des défis aussi. Et puis, on va répondre à la question d'Olivia. Bonjour, Olivia. Et par rapport à ces 4 niveaux de documentation existantes, et à quel niveau le projet souhaite se situer. Donc, on va essayer d'être pas trop technique, puisque si on devient un peu trop technique, et la discussion et la manière d'implémenter peut dégrader un peu l'intérêt du projet, qui est d'abord rester un outil commun pour la plupart des acteurs qui ont des actions dans l'intérêt humanitaire. Donc, l'objectif est de rester dans un niveau assez élevé, pas un niveau politique, mais au niveau guide, et certainement, et quelque part, et au-dessus disons, les guides techniques tels que ACF ou MSF1, ou soit même le Log Cluster A. Et donc, pas tellement technique, mais plutôt un ensemble de principes ou bonnes pratiques qui puissent guider l'action avec certains indicateurs pour assurer l'application. Et je ne sais pas si on continue avec des commentaires jusque-là, soit on les accumule jusqu'à la fin du webinaire. Comme ça, on finit la présentation, vous allez comprendre
disons, la dimension du projet. Et après, on peut vous répondre à questions plus relatives au projet. Okay. Donc, on laisse les questions stand-by là-bas et on continue avec la présentation. Okay. Voilà. Et, donc, on va commencer à discuter, bon, à vous présenter un peu, comme je disais, les projets en soi-même. Et d'abord, si on se concentre un peu plus sur les objectifs particuliers de ces projets que nous commençons, et nous pouvons dire que notre objectif est d'identifier et de reconnaître des normes communes qui permettraient aux organisations d'évaluer et de vérifier les bonnes pratiques en matière de transport et logistique humanitaire. Okay? Dans ce processus, nous devons également veiller à ce que le projet reste aligné sur les initiatives existantes, y compris les normes sphères. Et même les autres que vous avez vus dans les diapositives précédentes aussi. Donc, parcelle, c'est quelque chose qu'on va tenir bien en compte. Et nous voulons également assurer le soutien par un large public en termes de différents secteurs et en termes géographiques. Okay? Donc, ça sont déjà certains objectifs qu'on peut vous présenter. Et nous pensons également qu'il est important d'obtenir la collaboration des bailleurs de fonds pour ce processus et la promotion ultérieure des normes. D'où l'importance de cette opportunité de travailler avec ECHO. Okay. Concernant la possible insertion de standard log sur le norme des sphères, il est considéré que les normes sphères, là, et Camille pourra me corriger, donc, les normes sphères sont assez déjà saturées et que dans tous les cas, elles ne seront révisées que dans environ 5 ans. Donc, par conséquent, l'option la plus viable est de créer un ensemble indépendant des normes, mais de demander le statut de companion guide de Sphère et après avoir reçu des commentaires sur les pilotes. Mais c'est important d'être réaliste et reconnaître qu'on ne peut pas garantir que Sphère accepte ces normes au préalable. Je ne sais pas, et Camille, si tu veux ajouter quelque chose, soit on avance. Donc, concernant l'approche du projet et la structure du projet en termes de personnes, participation et gouvernance, il existe un comité directeur formé par des membres du groupe URD, et ODI, GPPI et IECA. Donc, et cette équipe supervisera les processus et veillera et assurera la direction vers les attentes établies. Cela sera fait avec le support d'un groupe consultatif technique confirmant la portée et les formats. Donc, ces groupes, qu'on appelle en anglais les TAG, les Technical Advisory Group, sera formé par environ 6 à 10 personnes et représentant divers groupes et experts techniques et nationalités. Une partie de ces groupes fera partie aussi du groupe de rédaction qui basiquement contribuera à la rédaction des normes. Il y a aussi une équipe de 2 experts thématiques, George Fenton et moi. Et les experts thématiques ou techniques seront chargés de l'examen sur dossier, de la rédaction et des consultations et de la finalisation d'une version pilote. Et nous travaillons en étroite collaboration avec les coordinateurs d'équipe, Camille, qui compte aussi aux autres membres du comité directeur. Et puis, comme ça a été déjà mentionné, un des objectifs est d'établir un processus de consultation globale avec des représentants du secteur de l'aide, y compris les ONG nationales et internationales, des Nations Unies, mouvement de la Croix-Rouge, bailleurs et des fonds clés, secteur privé, etc. Okay, donc, ça se fera principalement via un engagement avec des associations professionnelles. Non? Pour le secteur privé, donc on ne va pas cibler des compagnies concrètes, mais plutôt des associations professionnelles. Et bon, si on continue avec les plans du projet, voilà les plans qu'on voyait, ils comportent 4 phases. Portant de juillet 2019, août 2019, donc on a commencé environ, et ça fait un mois qu'on travaille sur ces projets, jusqu'à juillet 2020. Donc
une année de portée. La première phase, c'est un examen sur dossier avec une recherche sur les normes et documents des guides existants, l'évaluation du décret de consensus sur la nécessité des standards ou guides, et la conception du processus de consultation. Donc, on est en train aussi d'établir les processus de consultation. Une deuxième phase de rédaction basée sur les consultations initiales. Cela inclut des ateliers thématiques dans 3 différents lieux. Initialement, on a ciblé Europe, Afrique et l'Asie. Troisièmement, une phase de consultation à propos de la rédaction préliminaire. Et une quatrième phase de projet pilote. Et voilà, au présent, on se trouve, comme on a dit, dans la première phase. Et donc, on est en train de, comme ce webinaire, on est en train de voir, d'évaluer l'engagement des différents partenaires, quel est l'intérêt dans le secteur et tout ça, pour avancer après avec la phase de rédaction. Okay. Voilà ce qui concerne le projet. Et donc, on n'a pas beaucoup avancé pour le moment. Et donc, on est dans une étape préliminaire. Et on finalise ici la présentation et on dirige maintenant la discussion à travers les questions ouvertes. OK? Et rappelez-vous, utilisez l'outil des questions et commentaires. Et je laisse la parole à Mathieu, oui, à Camille, pardon. Merci beaucoup, Daniel. Juste pour renforcer quelques aspects que tu présentais, et que je pense que ça peut faire office de réponse peut-être aux 2 premières questions de Guillaume et de Zenati. On est dans cette première phase du projet que vous pouvez voir sur l'écran, donc dans laquelle on ne veut pas commencer sur la lancée sans avoir bien confirmé avec le secteur, avec tous les acteurs importants du secteur. Qu'est-ce qui peut vraiment être utile, qu'est-ce qui peut le mieux s'insérer dans ce qui existe déjà. Nous avons cité plusieurs outils très importants. Il y en a de différents niveaux. C'est ce qu'on a essayé de faire, qu'on continue de faire avec la cartographie, le mapping des outils existants qui est en cours. Et donc voilà, dans ce schéma-là, l'une des hypothèses, et des premiers commentaires que nous recevions, c'était de voir comment on peut se coordonner avec un outil tel que Sphere. Dans les dernières éditions de Sphere, la dernière a été lancée la semaine dernière, non, l'année dernière, en 2018. Et toutes les nouvelles versions prennent 6 ou 7 ans pour qu'il y en ait une nouvelle. Donc la prochaine viendra dans 5-6 ans, normalement. Dans la dernière rédaction, les personnes qui ont apporté les éléments sur la logistique ont eu ce débat de dire ce serait bien de rajouter. Il y aurait beaucoup d'autres éléments qui seraient intéressants de rajouter. Donc l'une des pistes serait de continuer avec cette logique Sphère et d'avoir un corps, un ensemble de normes, potentiellement dans le même format que Sphère, qui compléterait, qui serait un chapitre additionnel, qui ne serait pas dans la publication dans le futur, mais qui serait l'une de ces initiatives compagnon, partenaires, comme par exemple INE pour l'éducation en urgence, LEGS pour le livelihood. Il y a 6, 7 ou même 8 partenaires, maintenant de normes partenaires de Sphère au jour d'aujourd'hui. Et une piste pour le futur serait de tendre vers ça, peut-être, d'arriver à ça. Mais la décision n'est pas finie, c'est ce que nous essayons de faire en terminant cette première phase. Mais c'est l'un des scénarios et nous avons eu des contacts avec Sphère pour connaître un peu mieux quelles sont les possibilités là-dedans. D'autres possibilités, ce serait d'avoir un outil plus limité qui ne connecte pas avec cet univers directement ou pas dans les mêmes formats, comme a pu l'être par exemple un Good Enough Guide il y a de ça pas mal d'années, quelque chose de très pratique, des standards. Mais donc ce qu'on essaie de voir avec cette première phase, c'est quels sont
quelle serait la plus grande utilité, la faisabilité de recevoir les réactions du secteur, donc les vôtres à travers ce webinaire, et d'autres à travers les entretiens que nous sommes en train de faire, des réunions avec le cluster de logistique que nous aurons à partir de la semaine prochaine. Et donc voilà, je me suis un peu étendu, excusez-moi, c'était juste pour essayer d'expliquer au mieux, de permettre à Daniel de respirer aussi après cette très bonne présentation. Et donc pour terminer de répondre à votre question aussi, Zenati, le but d'avoir des normes, comme l'expliquait Daniel, ben, ça pourrait permettre d'avoir un consensus universel. On insiste sur le caractère universel, un peu dans la ligne de Sphère. Et donc, ça permettrait d'avoir un consensus global et ça permettrait de travailler mieux avec toutes sortes d'acteurs, en incluant évidemment les bailleurs comme ECHO et comme d'autres, USAID ou d'autres. Et pour répondre rapidement à la question de Romain, on fait tout le plus grand effort pour que le processus se fasse avec une consultation, en comptant vraiment sur tous les acteurs importants dans le monde. Et donc, on aura beaucoup de canaux d'échange virtuels comme celui-ci, à travers mail, à travers la publication des différents drafts qui seront ouverts à la consultation externe à un moment donné aussi. Nous aurons des ateliers face-to-face dans une phase postérieure à partir de février de l'année prochaine pour commenter des drafts, des versions déjà plus avancées des standards et pouvoir travailler avec des gens sur le terrain. Nous n'avons pas inclus l'Amérique pour des questions de temps et de budget. Nous sommes pour l'instant limités à 3 activités physiques. Et donc voilà, nous avons priorisé Europe, Afrique et Asie. Peut-être que dans le futur, il y aura l'opportunité de rajouter ou de collaborer d'une certaine manière pour qu'il y ait aussi quelque chose qui se fasse dans les Amériques. Mais pour l'instant, ce n'est pas inclus dans le projet. Merci pour le souligner. Daniel, je te laisse continuer avec d'autres questions. Je crois qu'on a une question d'Olivia. Oui, bon, je suis tout à fait d'accord, Olivia. Et un des défis qui confrontent les ONG, c'est évidemment la diversité des critères et des différents bailleurs. Et oui, mais ce n'est pas évident qu'on peut influencer tellement avec ces projets et harmoniser le règle bailleur. Et c'est déjà quelque chose de bon d'avoir ECHO et avec l'intérêt de travailler sur ça. Et aussi répond un peu la réflexion sur le World Humanitarian Summit et les Grand Bargain. Et un disons des axes de travail, c'est défini dans les Grand Bargain, et c'est aussi harmoniser le rapport entre les différents bailleurs et les différents ONG. Donc, c'est pas la même chose, organiser le rapport et la manière dont est administrative de gérer les projets avec les bailleurs, mais bon, c'est déjà quelque chose. Et oui, et ça serait bien d'arriver à ces points de harmoniser tout ce qui est règle bailleur. Et je vois, donc on demande aux ONG de se mettre en ordre des marches pour atteindre les Grand Bargain. Et bon, c'est quelque chose, c'est pas qu'on nous demande, c'est une inertie, et c'est là où apparemment l'aide humanitaire va, non? C'est déjà, on commence à avoir de plus en plus des financements long terme, de plus en plus de financements à des consortia de 3, 4, 5 ONG pour travailler ensemble dans un programme. Donc, c'est quelque chose qui est déjà sur le terrain, et il faut savoir aussi de notre côté et jouer dans le terrain. Donc, bon, tu peux faire cette interprétation, non, de nous mettre en ordre pour atteindre les Grand Bargain, soit
bon, et d'harmoniser les processus de gestion entre les différents ONG, mais pas seulement en interne entre les ONG, avec aussi les acteurs locaux, hein, la protection civile locale, et que ce soit les gouvernements, et tout ça. Et un autre commentaire d'Olivia. Une approche collaborative avec l'identification de ce qui bloque les ONG côté règles barrières serait aussi pertinente. Tout à fait. Et donc, en fait, cet exercice qu'on est en train de faire, ces webinaires et des ateliers subséquents qui auront lieu, et l'intérêt, c'est d'apporter toutes les réflexions de votre part et les réflexions des autres et les défis que vous avez sur le terrain et pour bien définir les étapes prochaines, pour bien être pertinent. Donc, on ne veut pas répéter la réflexion, non, et harmoniser certains standards. Ce qu'on veut vraiment, c'est d'avoir quelque chose utile pour tous les volets d'acteurs présents sur le terrain. Et je laisse Camille. Merci pour les commentaires, Noureddine. Pardon pour avoir appelé avant avec le nom de famille, je ne m'étais pas rendu compte. Les commentaires sont peut-être un peu ironiques, mais c'est discutable. Le fait, c'est toujours potentiellement un problème. On insiste vraiment sur l'utilité des outils qui vont être créés et de ne pas se tirer des balles dans les pieds, évidemment, comme humanitaire, non. Donc, sur le fait que de nouvelles normes ne seront des nouvelles ressources et que ça va créer de la bureaucratie d'une certaine manière, ça va enlever des ressources aux personnes qui ont les plus besoin, non, et au staff qui a les mains qui est vraiment dans le travail de soutien aux populations. C'est un risque, mais on fait vraiment l'effort d'accès. C'est pour ça qu'on a toute cette phase pour bien s'insérer dans les outils qui existent déjà. Et ce n'est pas forcément le cas. Si on arrive à créer des standards qui font référence aux outils qui existent déjà, qui ne seront pas nécessairement il faut faire attention quand on parle de normes. Ça ne veut pas dire qu'on parle de quelque chose de juridique. Ça peut être des standards de qualité si on parle couramment. C'est juste une référence, un langage commun. C'est déjà beaucoup pour le secteur. Donc, ça ne veut pas forcément dire obliger les gens à se vérifier, à se certifier, ce qui existe par ailleurs. Par exemple, la norme Matière essentielle, qui fait partie de la dernière édition du manuel Sphère, a un mécanisme de vérification. Certains bailleurs demandent maintenant une vérification, même certification. Et là, il y a un grand débat et ça crée évidemment des tensions sur les ressources. A contrario, si on regarde l'utilisation de Sphère en général, la philosophie Sphère, qui n'est pas norme humanitaire essentielle, mais les chapitres techniques, ce n'est pas quelque chose qui crée en soi de la bureaucratie. A priori, ce que ça permet, c'est d'avoir un langage commun entre les acteurs. Et aussi, je pense qu'on ne l'a peut-être pas forcément souligné, mais l'une des pistes, si on s'oriente vers ce format Sphère, c'est que ce ne soit pas forcément quelque chose pour les ultra spécialistes de la logistique, ce qui est bien, parce qu'évidemment, ce seront vous, en grande partie, pour les caractéristiques du groupe qui est aujourd'hui, qui devrait définir ces standards universellement reconnus. Mais si c'est comme ça c'est présenté dans la philosophie, dans le format Sphère, c'est quelque chose qui sert à des personnes qui ne sont pas spécialistes en shelter, en eau, de toutes ces choses très techniques et très importantes, mais qui peuvent quand même utiliser ces standards et comprendre les enjeux et les niveaux minimums de qualité qu'on devrait avoir à un moment ou à un autre de la réponse humanitaire. Je ne sais pas si j'ai vraiment répondu à la question. Daniel, peut-être que tu as d'autres idées, mais c'était juste pour donner voilà, on comprend bien la préoccupation. On ne veut pas créer des usines à gaz et se tirer des balles dans le pied. Et donc, voilà, le but, c'est vraiment de créer quelque chose qui a une valeur ajoutée et qui ne crée pas de problème pour le secteur.
Bon. Merci pour le feedback. Et si vous avez d'autres questions, voilà, merci Olivia. Je peux répondre à celle-là. Au point où nous en sommes, le rôle de ECO dans ce projet est de le soutenir financièrement. Ils financent le développement avec certaines limitations, comme c'est normal dans tous les projets. Mais il n'y a pas d'a priori sur ce qui viendra. L'une des originalités de ce projet dans le contrat cadre que nous avons avec le consortium Inspire, c'est que c'est quelque chose que ECO finance pour le bénéfice de tout le secteur, pas uniquement comme un outil juste pour DG ECO. Donc, dans le futur, il n'y a pas de scénario préécrit où il faudrait consulter peut-être ECO dans le futur ou à une autre phase du projet pour savoir quel va être l'usage concret. Je pense que ça dépend aussi du format qu'on trouvera finalement, qui sera validé dans les phases, dans la deuxième phase du projet, et ensuite du développement et de quels acteurs sont à bord du navire, pour parler métaphore. Donc, je pense que c'est en fonction de ça qu'il y aura un usage ou un autre de ces normes. Je voudrais aussi insister, c'est un oubli peut-être avant, je voulais insister sur le schéma que vous voyez sur l'écran du plan du projet, que le résultat final de ce projet d'un an, c'est un projet assez court, si on parle de standards, de consultation globale, de choses très techniques. Le format final, c'est une version pilote de ces standards. Donc, il nous reste à définir le format, l'extension, les sous-parties, parce que la logistique est quelque chose qui touche beaucoup de branches distinctes. Donc, une fois que tout cela sera confirmé et que nous commencerons à travailler, le but, c'est d'arriver après deux versions et deux révisions, d'arriver à une version pilote qui sera reprise dans le futur, nous espérons par un autre projet, peut-être avec d'autres acteurs, mais on arrivera à une version pilote. On ne prétend pas arriver à une version définitive, une V1 des standards. Ce serait un peu présomptueux, mais d'arriver à des standards bien délimités, validés au niveau international, qui pourront être pilotés. Dans une version pilote, ils pourront être testés au niveau du terrain par tout type d'acteurs. Et à partir de là, il y aura une autre révision, nous pensons, qui sera nécessaire pour arriver vraiment à un outil bien défini, avec voilà, tout type de réajustement nécessaire pour avoir vraiment quelque chose de très utile et en phase avec la réalité du secteur et du terrain. Donc voilà, je voulais insister là-dessus, et je vois qu'il y a d'autres questions qui arrivent. Peut-être, Daniel, tu veux répondre, comme tu es notre spécialiste en logistique. Bon, et à propos de la volonté d'ECO, je ne peux pas vous dire. S'il y a une vraie volonté d'ECO, comme Camille a dit, bon, c'est déjà un pas. Et je ne connais pas ce qui est dans la tête d'ECO. À propos de la remarque de Romain, je suis d'accord. Et ça devrait servir à valoriser le secteur logistique dans les domaines humanitaires. Je pense que on est un peu à l'arrière de la logistique privée. Déjà, dans le monde actuel, on est conscient que la logistique, c'est un secteur clé dans les processus de gestion des entreprises. Et je pense que ça va arriver et que petit à petit aussi, cette même logique est en train de se placer sur le secteur humanitaire. Donc, j'espère bien que ça va servir. C'est un pas dans la valorisation du secteur logistique. Mais évidemment, ça va avoir aussi un coût en termes d'optimisation des ressources et on va être beaucoup plus exigeant par rapport à la logistique. Je suis presque certain. Et puis, le commentaire d'Olivia, le projet aurait vraiment beaucoup de poids si les bailleurs étaient OK pour financer les coûts log des projets qui répondent aux standards. Je suis tout à fait d'accord. Et parfois,
les ONG ont du mal à financer les coûts des supports. Et bon, c'est très, c'est comme un commentaire très pertinent et qui peut nous aider aussi à soulever ce type d'inquiétude. Merci, Olivia. Et Samantha, vous avez évoqué la question de la logistique écologique en début de présentation. Existe-t-il des normes vertes dans la logistique humanitaire? Et non que je sache, même dans les secteurs privés et global, il n'y a pas de normes. Non? Il y a les normes de chaque pays, il y a une norme européenne, mais des normes globales, je pense pas qu'il y ait un consensus, même réponse pour la logistique humanitaire. Donc, on est dans une bonne situation, un bon momentum pour travailler dans un minimum de normes vertes, disons. Et c'est un des éléments et que je pense que ça serait très intéressant de travailler sur ces projets. Commentaire de Romain, est un respect des standards intègres dans le financement des bailleurs comme un motivateur. Et je relis parce que je ne comprends pas trop bien. Bon, c'est plutôt un commentaire, non, par rapport j'imagine, au commentaire d'Olivia précédent. Je ne sais pas si on avance, Romain, avec ton deuxième commentaire. Dernière remarque, la plupart des bailleurs aujourd'hui n'ont pas d'experts thématiques log pour les assister dans leur politique et stratégie sectorielle de financement, alors que des experts pour des autres secteurs techniques. Et bon, ça, je ne connais pas trop bien le monde de Bayer et son structure de gestion. Et je sais que chez Eco, oui, je pense qu'il y a certains profils log, mais pas tellement, c'est vrai, c'est pas tellement avec une logique terrain parfois. Et c'est ça que je pense qui manque. Parce que, comme on montrait dans la pyramide des documents, bon, les bailleurs sont normalement dans une zone très élevée. Donc, voir comment le jour à jour humanitaire et les défis qu'on trouve sur le terrain arrivent à toucher les bailleurs, ce n'est pas évident. Donc, je suis d'accord avec ta remarque. Mais je ne connais pas très bien la manière dont les bailleurs sont organisés. Est-ce qu'il y a des autres commentaires? Je laisse quand même. Non, peut-être juste pour reprendre et faire le lien avec quelque chose qu'on disait plus en avant, avant, pardon. Sur ton commentaire, Romain, il y a certains acteurs très importants comme Eco qui ont des spécialistes log, mais c'est comme tu dis, ce n'est peut-être pas comme vous disiez, pardon, ce n'est peut-être pas le cas pour tous les acteurs. Et c'est peut-être un peu ça l'une des pistes que nous avons quand on parle de un peu la philosophie sphère, le format sphère. C'est d'arriver à quelque chose de suffisamment dans la pyramide plutôt haut qu'on présentait, universellement reconnu par le secteur, mais qui soit suffisamment général aussi pour être utilisé par des non-experts, pas arriver à un niveau de processus très très détaillé ou des choses très 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 techniques. Il y a aussi déjà des outils et des références qui existent là. Mais si on regarde par exemple ce que fait Sphère avec ses 4 chapitres techniques, c'est très bien défini. Ça représente le consensus au niveau mondial et ça permet à beaucoup de bailleurs qui n'ont pas d'experts ou qui ont des experts dans ces matières-là, mais d'utiliser un peu le même langage. Pas forcément, après il y a le grand débat de est-ce que ça nous permet d'avoir une reconnaissance, d'avoir moins de bureaucratie avec les bailleurs si on utilise ou on n'utilise pas ce genre de choses. Enfin, là, il y a d'autres débats connexes qu'on a un peu touchés. Mais si on s'oriente vers ce format-là, ben, ça permettrait justement que ces autres bailleurs, même ces autres acteurs, qui n'ont pas forcément d'experts thématiques, comme c'était souligné dans le commentaire, ben, puissent, en appliquant ces standards, ces normes de qualité reconnues internationalement, globalement, ben, puissent garantir la qualité et travailler avec d'autres acteurs qui, eux, sont spécialisés.
Merci vraiment pour tous vos commentaires. Comme on disait, le but, c'est vraiment d'arriver à capturer toutes ces idées que vous avez mis à travers vos questions et vos commentaires. Comme on vous le transmettait aussi, le projet reste dans sa première phase, encore assez ouverte. Et donc voilà, on veut vraiment se nourrir de tous ces commentaires et orientations pour vraiment bien orienter le projet à partir du mois prochain, quand on commencera à définir de façon de façon plus structurée les phases suivantes, les formats suivants. Si vous avez encore quelques commentaires, je pense qu'on est arrivé à peu près au bout de l'heure qu'on avait prévu pour le webinaire. Mais n'hésitez pas encore à ajouter quelques commentaires, quelques questions. Et sinon, comme on le disait au début, nous serons en contact. Nous avons vos coordonnées pour partager avec vous à partir de demain la vidéo du webinaire. Et aussi plus en avant, pour ceux qui ont coché les cases dans le questionnaire, reprendre contact dans les phases de consultation, dans les phases postérieures du projet. Donc voilà, on jette encore un coup d'œil sur les derniers commentaires. Le réseau logistique humanitaire est bien noté et d'autres acteurs. Je souligne encore une fois qu'on va essayer, comme nous l'avons fait à travers cette série de webinaires. Ce webinaire a été organisé en anglais, en espagnol et aujourd'hui en français. Et l'une des choses qu'on voudrait vraiment garantir tout au long du processus, c'est qu'on pourra couvrir au moins ces trois langues d'une manière ou d'une autre. Le travail au sein de l'équipe technique plus réduite, ces experts, cette liste d'experts, et dans cette liste d'experts, ceux qui vont faire partie du groupe de rédaction, que la langue de travail pour la publication des différentes versions sera l'anglais, mais la langue de publication de l'information sur le processus et la langue dans les activités en ligne ou face-to-face, les ateliers qui seront faits, on garantira un espace au moins à minima en espagnol et en français pour que la langue ne soit pas une barrière ou soit moins une barrière pour que des acteurs de tout type, locaux et d'autres types, puissent aussi participer et apporter leur point de vue là-dessus. Et donc voilà, merci encore à tous. Daniel, peut-être un dernier commentaire? Et oui, à propos le commentaire de Noureddin, oui, on a, j'imagine, tu mentionnes le Estimating Numbers Report et de l'RLH. Et ça, on tient compte, c'est un des éléments qui a nourri un peu la formulation des idées préliminaires. Et si c'est une autre étude, n'hésite pas à l'écrire là et sur l'outil. Mais oui, c'est tout ce que vous avez, c'est comme idée, ça va nourrir, comme Camille disait, et ça va nourrir les étapes ultérieures du projet, subséquentes du projet. Donc, merci beaucoup de votre participation. Continuez à engager si ça vous intéresse. Ça nous intéresse beaucoup de vous avoir toujours engagé et avec cet esprit critique et constructif. Donc, merci pour votre contribution. Allez, à la prochaine. Merci encore et bonne continuation. Ciao, ciao.